Bonjour à toutes et tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On est content de vous retrouver. Salut Jules, salut Caradoc, salut Leroy Merlin, salut Siming, salut à tous les autres. Posez vos questions, vos coups de gueule, interpellez-nous. On est ensemble jusque 14h et je relais tous vos charmants messages à nos invités. Au programme de ce mercredi midi, un programme chargé puisque nous allons parler de terrorisme, de Caucase, de ring et de boxe. C'est parti, de midi à 13h. Je vous propose un aller-retour en Russie, à Moscou, avec cet attentat qui a fait au moins 139 morts vendredi dans un théâtre de la banlieue est de la capitale russe. Un attentat revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique, l'État islamique du Khorasan. On fera un zoom sur cette branche de l'État islamique, pourquoi ils ont frappé la Russie, le profil des suspects qui ont été arrêtés et la réaction du Kremlin, avec en toile de fond le spectre de la menace du terrorisme qui ressurgit en Europe. Nous quitterons ensuite Moscou pour aller faire un petit tour à l'Élysée où l'on a vu Emmanuel Macron en boxeur taper sur un sac de sable. Une photo de la photographe officielle du président de la République, Soisic de la Moissonnière. Une photo qui a fait réagir notamment les boxeurs qui ont poussé un gros soupir en disant grosso modo qu'ils n'avaient rien demandé et que la boxe, elle, n'en demandait pas tant. On va parler donc de boxe, de périphérie, de lutte des classes, d'appropriation culturelle et de sac de sable. Et on en parlera avec des boxeurs, bien sûr. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, à peu près 10h en temps universel. Il est exactement 12h03, passé de 24 secondes à Paris. Il est l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Volka, salut Sergio, salut Makerwan, salut la vie secrète d'un phénix. Nous prenons l'avion et nos neurones et nous atterrissons à Moscou, la capitale endeuillée après l'attentat de vendredi dernier, qui a fait au moins 139 morts et qui a remis l'État islamique, qui a revendiqué l'attentat sur le devant de la scène, avec Vladimir Poutine qui accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat, alors qu'en France, le plan Vigipirate a été relevé à son niveau d'alerte maximum. Bonjour Driss Aït Youssef. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Azim El Difraoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et du djihadisme depuis 30 ans. Vous avez commis le djihadisme aux éditions Que sais-je. Bienvenue à vous aussi. Et à vos côtés, à mes côtés, Nicolas Tenzer. Salut Nicolas. Bonjour. Nicolas qui revient, un habitué du talk de France Info. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Vous êtes aussi l'auteur de Notre guerre que nous avons conservé, Le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à tous les trois. Et bienvenue. Un attentat avec un bilan comme ça, les Russes n'en avaient pas connu, je pense, depuis 20 ans. Comment le pays vit ça? Vous avez eu des nouvelles, peut-être vous, Nicolas? Écoutez, Alors mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Oui, hein. Mais Nicolas, je sais que vous avez... Le pays vit ça, je dirais, à la fois dans la consternation et une forme d'habituelle apathie, parce que la Russie finalement ne réagit pas, ou plutôt les Russes ne réagissent pas comme nous pouvons réagir en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis par rapport à ce genre d'attentat, qui n'est malheureusement pas nouveau, puisqu'on sait que déjà en 2002 vous avez eu un attentat terrible au théâtre de Moscou, vous avez eu également l'attentat monstrueux à l'école de Beslan, avec toujours les mêmes questions. Pourquoi cette inefficacité profonde, évidemment, des services russes? Pourquoi également, de ce côté, une indifférence totale à la vie humaine qui distingue, évidemment, la Russie des autres pays? Et puis, cette fois-ci, évidemment, un discours totalement attendu. Il se trouve que j'étais en Ukraine la semaine dernière, justement, quand l'attentat a eu lieu, un discours totalement attendu de désignation des Ukrainiens, évidemment, ce qui ne tient absolument pas la route, comme étant les fomenteurs de l'attentat, de l'Occident qui serait lui-même coupable, alors même que, évidemment, même l'arrestation des suspects, les tortures dont ils ont subies, ce qui est évidemment totalement inacceptable et indigne, ne montrent pas nécessairement d'ailleurs que ce soit eux qui soient les principaux commanditaires. Donc du côté effectivement des Russes, finalement, une crédulité très grande devant le discours officiel du Kremlin. Mais vous n'avez pas de récit de remplacement, parce que les Russes, ça a été effectivement le travail de lavage de cerveau que Poutine a opéré, ne croient plus en rien. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas nécessairement le discours officiel, ils ne croient pas non plus un discours opposé, et ils finissent par vivre dans cette espèce de cauchemar des mots dans lequel il n'y a plus aucune réalité. Et derrière, ils voient effectivement les victimes, évidemment, de cet attentat absolument innommable, avec le sentiment peut-être, mais ça ils ne le savent pas, en tout cas c'est quand même une hypothèse sérieuse qu'il faut caresser,
que tout ceci aurait pu être évité, non seulement si le gouvernement russe avait tenu compte des alertes quand même données par les États-Unis notamment, les services de renseignement américains, par les autres pays, mais aussi toujours des théories du complot qui malheureusement en Russie ressurgissent parfois avec une certaine véracité sur le fait que peut-être certains ont pu laisser faire. On n'en sait pas, on n'en sait pas plus aujourd'hui, mais malheureusement quand on voit ce qui s'est passé avec les précédents attentats, il y a toujours effectivement cette hypothèse. Azim ? Moi, je trouve ça un peu problématique de parler de l'âme russe ou de l'état d'âme russe aujourd'hui à une distance de milliers de kilomètres. Le fait qu'il y a très peu de journalistes occidentaux qui sont encore sur place. Mais ce qui transpire quand même, c'est-à-dire les Russes qui souhaitent une normalité. Donc c'est la seule chose que Poutine leur a promis, donc une vie normale à Moscou. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dizaines de milliers, des millions de jeunes Russes qui finalement ne sont pas complètement pro-Poutine, mais qui espèrent juste une vie normale. Donc un attentat comme ça peut déstabiliser un peu l'idée qu'il peut encore exister une vraie normalité en Russie. Donc, je ne sais pas. Donc, on va peut-être un peu loin dans les analyses à distance, mais il me semble évident, et c'est que mes amis russes disent, voilà, elles n'ont pas besoin en plus de ça. Driss ? On a... Une dernière remarque peut-être qui est très importante, c'est que m'inquiète personnellement. Il y a quand même plus qu'1 million de Tadjiks. Le Tadjikistan, c'est la République, ex-République de l'Union soviétique la plus pauvre. Il y a plus qu'1 million de Tadjiks qui travaillent dans la Fédération russe. Et là, on peut s'attendre peut-être à une discrimination accrue. On va peut-être parler des Tadjiks après. Effectivement, c'était l'objet de ma seconde question. Driss, pardon. En fait, on a affaire, en tout cas quand vous évoquez les attentats dans les années 2002-2004, donc 2002 pour Beslan, 2004 pour Beslan et 2002 au théâtre de Moscou, de deux menaces différentes. En 2002-2004, c'était attribué à des Tchétchènes. C'était pas une guerre de religion, mais territoriale, même si la majorité des Tchétchènes sont des musulmans, la revendication essentielle, c'était l'indépendance de la Tchétchénie, qui a été matée dans le sang avec Ahmed Kadyrov, qui a été lui-même assassiné par des rebelles tchétchènes, et aujourd'hui Ramzan Kadyrov, qui est le fils, qui évidemment aujourd'hui sert les intérêts de Vladimir Poutine en Ukraine en y envoyant pas des soldats, mais des espèces de pseudo-militaires. Ce qui se passe aujourd'hui, on est plutôt dans une menace terroriste islamiste, a priori, puisque aujourd'hui, on voit bien que quand on parle de l'État islamique, c'est en réalité bien plus que l'Afghanistan. Ça englobe aussi une partie de l'Asie et aussi tout l'Iran. Pour ça qu'il y a aussi des attentats de l'État islamique en Iran. Et là, cette organisation terroriste fondée fin 2014, début 2015, au nord de l'Afghanistan, on la retrouve aussi au nord de la Syrie, aujourd'hui, évidemment, a des raisons de s'en prendre au régime de Vladimir Poutine, parce que précisément Vladimir Poutine a soutenu le régime de Bachar el-Assad militairement contre l'État islamique. Donc il y a aussi d'autres motivations, mais on parle évidemment de deux, comment dirais-je, on n'est pas sur les mêmes motivations dans les années 2000-2005 à là encore tout récemment. Je suis pas complètement d'accord, disons que ça comme ça. Donc, mais vous êtes un peu d'accord quand même. Non, j'ai essayé d'être vraiment très diplomate, contrairement à ma nature allemande et autres, qui est un peu plus directe. Les Allemands sont très diplomates. Donc la Tchétchénie, qui était d'abord vraiment une lutte très laïque, très séculaire, a très vite tourné vers différentes formes d'islamisme, voire de djihadisme. Et donc, même dans le développement de l'État islamique et de tous ces mouvements durs, il y a des Tchétchènes qui ont joué un énorme rôle ensemble avec des Tadjiks, des membres d'autres pays de l'ex-Union soviétique qui se connaissent. Donc aujourd'hui, on a vraiment un international djihadiste qui
Donc un de ces berceaux était la Tchétchénie depuis toujours, donc on ne peut pas faire la distinction complètement. Donc déjà les attentats des années 2000 mais les motivations sont pas les mêmes. Une forte connotation islamique. Après c'est pas les mêmes motivation. Quand vous preniez à l'époque Shamil Bazaïev, le projet de la rébellion emmenée par Shamil Bazaïev, c'était l'indépendance de la Tchétchénie. C'était pas s'en prendre aux Russes parce que les Russes méprisaient les musulmans en Afrique ou ailleurs. Oui, mais je disais après, donc il y a ce mélange entre des motivations nationalistes qu'on trouve dans certains groupuscules djihadistes avec un universalisme. Donc l'IS est clairement aussi un produit de Tchétchènes, de Syriens et tout ça, mais avec un projet universaliste. Donc le Tadjik là-dedans, ils ont des motivations diverses et variées, déjà au niveau du Tadjikistan, mais aussi avec cette notion de djihad global. Donc les Russes sont clairement une cible désignée suite à la Syrie et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le groupe État islamique se renforce en Asie centrale? Ou c'est excessif? C'est très compliqué à dire. Donc, leur base, c'est quand même l'Afghanistan, là, où les services de renseignement américains ont notamment dit qu'il y a zéro contrôle territorial en Afghanistan, que l'État islamique est rival des talibans, est en train de s'affaiblir un peu, mais en même temps, ils ont une capacité de projection qui a augmenté considérablement. Un de vos collègues, l'autre jour, quand j'ai mentionné le grand attentat en Iran, il y avait plus de 220 morts, disait, oui, c'est loin de la France, est-ce qu'on peut réchanger le sujet? Qu'est-ce que c'est passé en Europe? Mais être capable de tuer 250 personnes en Iran devrait nous inquiéter parce que ça veut dire qu'ils sont capables d'agir dans un pays qui a déjà des services de renseignement qui sont relativement forts, qui est autoritaire. Donc, ils ont redéveloppé des capacités à l'international, notamment à travers des réseaux tadjiks, apparemment. Qui aurait peut-être alors, le mot est vraiment terrible, mais peut-être davantage d'expertise que d'autres militants djihadistes, une technicité que d'autres n'ont pas. En quoi ils sont particuliers? Là, on sait très peu. Là, c'est uniquement récemment que les Allemands et les Français sont intéressés à ça. Mais une des choses qui m'a le plus marqué, que par exemple, parmi un des combattants tadjiks qui s'est joint à Daesh en Syrie, il y avait un lieutenant-colonel de forces spéciales tadjiques du gouvernement. Donc, ils doivent avoir une certaine capacité, oui. Alors oui, c'est plus la même capacité du temps du califat sur plus les mêmes partie. Plus tout à fait les mêmes modes opératoires. On était effectivement à l'époque sur la mise en place ou la constitution d'un califat en Syrie. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une logique d'internationalisation de l'État islamique. Donc au fait, on est peut-être dans un changement de paradigme de cette organisation terroriste. Et d'ailleurs en Afghanistan, il y a pourquoi aujourd'hui les talibans chassent l'État islamique et pourquoi l'État islamique aussi combat les talibans, parce qu'ils considèrent qu'effectivement ce sont des traîtres à la cause djihadiste. Donc aujourd'hui, très certainement, peut-être demain la Syrie, on verra quelle sera la position des Occidentaux vis-à-vis de l'État islamique en Afghanistan, parce qu'ils se reconstituent en Afghanistan. Est-ce que ça va être de soutenir les talibans contre l'État islamique? On verra ce qui se passera demain. Mais je pense qu'il y a effectivement, ça a été observé depuis déjà un certain nombre d'années, une reconstitution effectivement des cellules de l'État islamique un peu partout, à la fois effectivement en Afghanistan, en Asie centrale, dans le Caucase, voire toujours évidemment en Syrie en particulier et en Irak. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez évident, même si évidemment il y a peu encore de lumière parfaite évidemment sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est aussi assez, à mon avis, intéressant, c'est de vous faire attention de ne pas aussi imaginer de jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire, par exemple, c'est aussi d'ailleurs ce qui a été reproché, à Moscou par, l'État islamique, c'est d'avoir pris fait et cause. Alors, peut-être que c'est excessif, mais en tout cas d'avoir maintenu des relations qui ne sont pas complètement mauvaises avec aussi les talibans. De même que Moscou entretient des relations, on le sait, assez fortes avec le Hamas, aussi, qui est aussi tout à fait différent. Et faisons aussi attention de ne pas non plus simplifier le paysage, parce que quand on dit que Moscou, et c'est parfois eu la tentation d'un certain nombre de personnes politiques, situées d'ailleurs dans certains camps politiques en France ou ailleurs, qui disent par exemple que Assad avait été en point
pointe dans la lutte contre le djihadisme de l'État islamique, c'est tout simplement faux. On sait parfaitement que Assad a libéré de ses prisons au début, effectivement, du soulèvement pour la révolution syrienne en 2011, un certain nombre de terroristes djihadistes de l'EI, que la Russie elle-même, lorsqu'elle est intervenue directement à partir de octobre-novembre 2015, a ciblé, c'était d'ailleurs les propos du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, seulement à 10%, voire moins de 10%, les forces de Daesh en Syrie se concentrer sur les opposants d'une autre nature à Bachar el-Assad. Donc, faisons attention de ne pas jouer tout cela et de penser que tout à coup, par une sorte de miracle, nous aurions un nouveau lien, je dirais, d'entente, de coopération possible avec la Russie en matière de lutte antiterroriste. Faisons très attention à cela. Ne géopolitisons pas le terrorisme. C'est une lutte, évidemment, qu'il faut mener, qu'il faut conduire. Personne, évidemment, ne peut refuser cette lutte. Mais penser qu'on puisse allier avec Moscou dans cette lutte est totalement faux. Et tout le monde depuis 2024. Depuis 24 ans, pardon, depuis 2000 déjà, Moscou a instrumentalisé la lutte contre le terrorisme pour essayer de se rapprocher de l'Occident. Ça a été le cas après, évidemment, les attentats du 11 septembre, qui ont fait très largement oublier les crimes contre l'humanité massifs commis par la Russie lors de la seconde guerre de Tchétchénie, qui elle-même avait débuté d'ailleurs par des attentats, on s'en souvient, dans 3 villes russes en 1999, attentats très vraisemblablement fomentés par le FSB, mais évidemment qui ont été à ce moment-là imputés par Poutine aux Tchétchènes, jouant d'ailleurs sur l'imaginaire de la Tchétchénie dans l'esprit d'une partie des Russes. Après, donc, il n'y a pas eu véritablement de lutte du côté des Russes en Syrie contre l'État islamiste. Quand on voit par exemple que les Russes en Afrique disent effectivement par exemple au Mali qu'ils font la chasse aux djihadistes, en fait non, c'est pas du tout ce qu'ils font. La réalité c'est qu'ils veulent mettre la main sur un certain nombre de pays africains, mais c'est pas du tout. La lutte contre le djihadisme était vraiment un prétexte. Donc faisons très attention à ce type de récit qui est très dangereux parce que ça nous fait oublier le fait que la Russie aujourd'hui agit comme un État terroristes, on le voit en Ukraine, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Tchétchénie, un peu partout dans le monde, et que les victimes civiles, faut jamais l'oublier, de la Russie de Poutine sont beaucoup plus nombreuses que les victimes de l'ensemble des mouvements terroristes, que ce soit Al-Qaïda, l'État islamique et le Hamas combiné. C'est pas tout à fait comparable, tout de même. C'est pas comparable? Non, mais attendez, ce sont des victimes civiles. Ce sont des victimes civiles. Et quand vous avez effectivement des Russes qui bombardent de manière totalement indiscriminée en Ukraine, comme avant en Syrie, comme avant en Tchétchénie, des habitations civiles, des marchés, des écoles, des hôpitaux, est-ce que ce ne sont pas des actes terroristes? Si, ce sont des actes terroristes, même s'ils sont commis par un État et pas par un groupe. Azim Fraoui. Oui, je voudrais bien. Donc, là, j'ai très envie de vous contredire. Donc, la Russie, mais après, je voudrais bien revenir sur certains points de base. La Russie a un vrai problème de djihadisme. Donc, les Russes combattent réellement le djihadisme parce que le djihadisme peut mettre la Russie en grave danger, spécialement dans la présence dans ces républiques de la Fédération de Russie qui sont à majorité musulmane, et surtout à travers les États de l'ex-Union soviétique, où il y a de fortes tendances, forts mouvements djihadistes, qui peuvent aussi mettre à la périphérie de la Russie et mettre ce système de la Russie actuelle en grave danger. Donc, il combat réellement le djihadisme, avec d'autres motivations et tout ça, comme au Mali ou tout ça. C'est juste au Mali et c'est juste au Niger, peut-être bientôt. C'est juste un service payant. Donc, ils combattent les djihadistes au nom de ce gouvernement là-bas. Mais ils les combattent. Donc, ça, c'est. Avec plein de dommages collatéraux, ça, je veux bien admettre. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais bien. Driss, je vous passe la parole après. Donc, le deuxième point, on voudrait bien. Il me semble important de revenir sur ce que c'est le djihadisme. Donc, c'est quoi le djihadisme, en fait? On reparle tous les 2 ans, tous les 5 ans de ça. Donc, c'est une mouvance. Je vais juste poser la définition très vite. Donc, c'est une mouvance qui a son origine dans la guerre de l'Afghan contre l'occupation soviétique à l'époque. Et c'est une mouvance islamiste qui utilise la violence ensemble avec un culte martyr qui, dans ces différents courants, donc pense que les attaques suicides et tout ça sont un moyen très légitime et qui veut vraiment établir un califat mondial avec de différentes stratégies entre Al-Qaïda, l'État islamique et tout ça. Donc tous les 5 ans on dit oui, le djihadisme il est mort.
mais il revient plus fort que jamais. Donc aujourd'hui, ces différents mouvements djihadistes sont de vrais acteurs géopolitiques, très importants. Là, on regarde le Tadjikistan, mais qu'est-ce que se passe dans tout le Sahel? Donc, le Sahel, il n'y a plus aucun pays du Sahel où il n'y a pas de grands mouvements djihadistes, soit affiliés à Al-Qaïda, soit autonomes, soit l'État islamique. Et de là, il y a une expansion du djihadisme partout en Afrique, avec des dangers considérables. Et aujourd'hui, le djihadisme est plus répandu, malgré la mort de Ben Laden, malgré l'élimination de Daesh et son pseudo-califat. Le djihadisme est plus répandu que jamais autour du monde. Driss, vous vouliez intervenir, je crois. Juste, excusez-moi. Non, mais je t'en prie. On a 1 heure ensemble. Oui, tout à fait. Non, juste, c'est sur la priorité de la Russie, en tout cas en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a un avant et il y a un après invasion russe en Ukraine. En 2021, c'était très vrai, Vladimir Poutine, lors d'un discours, s'inquiétait effectivement de cette menace djihadiste qui montait. Donc, et qui avait aussi un impact sur son territoire, notamment effectivement avec les Tadjiks, etc., etc. Ça l'est moins après l'intervention, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde le Conseil de sécurité, les priorités, parce que le Conseil de sécurité en Russie donne des orientations en matière de sécurité. La lutte contre le terrorisme ne figure même pas dans les 5 premières priorités. Donc, il y a un avant et un après. On voit bien que Vladimir Poutine, et ce que vous disiez, a juste raison. On voit bien que la Russie a un jeu qui est très particulier. Aujourd'hui, ils sont plutôt focalisés sur l'Ukraine et essayant de prendre un témoin, sinon au moins accusé, à tout le moins accusé les Occidentaux d'être au moins, pourquoi pas, complices de ce qui se passe. Donc la perception, ou en tout cas la priorité en matière de lutte contre le terrorisme de la Russie, ou en tout cas de son gouvernement, a évolué ces dernières années. Il y a une question dans le chat alors qui nous ramène à un sujet qu'on a un peu déjà traité en début de séquence, mais je vous propose d'y revenir. C'est une question de Caradox. Salut Caradox, qui dit: question sur l'attentat. Le mode opératoire de Daesh semble différent cette fois. Les terroristes se sont enfuis, alors que dans les autres attentats, ils restaient pour mourir en martyrs ou tués par la police. Est-ce que le mode opératoire est différent? Est-ce que ça fait donc des terroristes qui sont très différents parce qu'ils s'enfuient, qui ne décident de ne pas mourir en martyr, Driss? Bien sûr. Alors pour moi, c'est vraiment, ça fait partie d'une énigme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur les services russes, en tout cas sur les Russes, pour essayer de faire la lumière sur ce point. C'est vrai qu'on a l'habitude, et à raison, faire qu'au fait, un vrai djihadiste qui a une idéologie va plutôt mourir les armes à la main plutôt que de s'enfuir avec un véhicule Renault du côté de la Biélorussie ou de l'Ukraine. De ce qu'on comprend, il faut aussi comprendre, est-ce que c'est un commando qui est projeté depuis le Tadjikistan, ou alors effectivement c'est une menace dont on dit qu'elle est endogène. On est au moins à peu près certain que parmi les 4 individus, on a un Tadjik qui vivait en Russie. Et apprendre avec beaucoup de précautions, interroger un certain nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils ont fait ça pour de l'argent. Donc ça, c'est vraiment à confirmer. Ce qui nous éloigne de l'individu qui est purement idéologisé, le djihadiste dans toute sa splendeur, et qui va plutôt attendre des services. Par exemple, vous regardez au théâtre de Moscou, ou alors encore à Beslan, même si les services spéciaux et les commandos russes ne leur ont pas donné forcément l'occasion de s'enfuir, on voit bien que leur objectif, c'est d'en découdre jusqu'au bout. Donc ça fait partie d'une des énigmes, en tout cas dans cet attentat. Oui, mais il y avait toujours plusieurs modes opératoires djihadistes, donc on a plein des attaques aussi, où les djihadistes de razzia, comme on appelle ça, où ils attaquent une cible plus souvent des civils, clairement, en plus, qui vont fuir pour commettre d'autres attaques. Donc c'est peut-être juste un... Non, mais là, ils ont abandonné les armes. Donc on les a pas pris les armes à la main. Donc ils ont abandonné les armes et ils se sont quasiment rendus. Donc il y a quand même des interrogations. C'est ce qu'on comprend. Mais il y a beaucoup d'inconnus quand même sur cette histoire. C'est ce que Freedom dans le chat demande. Est-ce que c'est vraiment eux? Est-ce qu'on peut croire les Russes sur cette question? Bon, en fait, on n'en sait rien. Nicolas, pardon, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Non, mais justement,
je faisais état des mêmes doutes, effectivement, sur le scénario et sur la mise en scène des 4 suspects, qui me paraît extraordinairement bizarre, enfin pour l'instant. Et effectivement, il y a des vrais problèmes de vérification qu'il faudra faire. Il n'y a pas de transparence. De toute manière, en plus, nous avons, vous l'avez rappelé, on a cette accusation complètement, je dirais, obsessionnelle, fantasmée, je dirais, des Ukrainiens, évidemment, qui n'ont rien à voir dans cette affaire. On a un peu l'impression que dans les théories du complot de l'idéologie de Poutine, les Ukrainiens remplacent les Juifs, je dirais, dans l'idéologie criminelle d'Hitler. C'est vraiment la même chose. Tout est de leur faute. Tout est de leur faute de l'Occident. Donc il y a effectivement cette obsession-là qui, effectivement, conduit à se poser vraiment la question du sérieux, effectivement, d'aujourd'hui du régime de Poutine dans la traque au djihadisme. Je crois qu'il y a effectivement ce renversement que vous soulignez parfaitement justement, c'est-à-dire que quand tout obéit à une idéologie, que vous avez hier encore Patrutchev qui disait oui, les Ukrainiens, bien sûr, au détour d'une petite phrase. Bon, ça paraît complètement aberrant. Ça fait penser effectivement à un moment à ce qu'on racontait pendant la Seconde Guerre mondiale, où les trains de juifs qui étaient envoyés à la mort dans les camps de la mort à Auschwitz et ailleurs avaient priorité sur les convois militaires. C'est la même folie idéologique qu'on retrouve en quelque sorte aujourd'hui à l'œuvre. Maintenant, sur ce que vous dites effectivement sur la permanence, je dirais, et la reconstitution du djihadisme, ça c'est tout à fait vrai, que ce soit bien sûr un danger, je dirais, majeur, pas seulement pour la Russie de Poutine, dont on se moque, mais pour la Russie et au-delà pour le monde occidental. Mais c'est aussi quelque chose qui a été fabriqué, il faut bien le voir, par le système d'oppression de Poutine. C'est-à-dire que, prenons par exemple l'exemple de la Tchétchénie, on a Kadyrov qui aujourd'hui joue avec le feu, effectivement, du terrorisme. Il faut voir que quand même, c'est quand même le régime de Kadyrov qui a accueilli la dépouille mortelle de l'assassin de Samuel Paty. Alors, c'était pas complètement officiel, mais c'était quand même, quand on a ce genre de cérémonie mortuaire, c'est quand même avec l'aval du régime. C'est quand même très frappant. Et qu'aujourd'hui, que ce soit en Ingouchie, que ce soit en Tchétchénie ou dans d'autres républiques aujourd'hui de la Fédération de Russie, je ne parle pas effectivement des autres, vous avez effectivement, on est en train de créer toutes les conditions en termes de protestation, de colère, pour effectivement la résurgence du djihadisme de demain. Une chose donc, dans toute cette obscurité de l'attentat, qui semble vraiment important et vérifié, c'est la revendication de l'État islamique. Donc voilà, donc là, on a quelque chose qui semble net et clair, où tout le djihadiste s'accorde sur ça. Et deuxièmement, juste une petite ellipse sur la Tchétchénie. Kadyrov est un islamiste, d'une certaine façon. Bien sûr. Et là, j'ai lu des choses très intéressantes sur la confrontation des islamistes violentes en Ukraine, c'est-à-dire les Ukrainiens n'étaient pas très regardants sur les Tchétchènes qui combattent au sein des unités de leurs armées attachées. On peut se dire, voilà, il y a quelques mecs avec des origines très obscures qui font partie de la mouvance djihadiste au sens large. Et de l'autre côté, vous avez les autres Tchétchènes qui sont ultra violents, donc le genre de Kadyrov, qui sont aussi des islamistes presque djihadistes, mais juste de notre bord, de notre orientation islamique, de notre orientation politique. Là aussi, on a une guerre entre deux pions dans un grand jeu géopolitique où le djihadisme est instrumentalisé d'une certaine façon de deux côtés. Mais ça montre combien aussi, parce que on dit les Tadjiks, alors que quand on discute, on a plutôt le sentiment que en réalité, la Tchétchénie et le Tadjikistan, c'est à côté, mais pas du tout. C'est complètement de l'autre côté de la mer Caspienne, c'est en dessous du Kazakhstan. Et donc, on se dit, mais finalement, comment ça se... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une menace qui s'est complètement déplacée, à la fois sur, on l'évoquait, à tort, enfin, que c'est pas du tout sur les mêmes fondements et pas du tout dans la même zone. C'est-à-dire que là, de ce que moi je comprends, la compréhension qui est la mienne, c'est parce qu'on a aussi un pays limitrophe aussi, enfin limitrophe, qui est pas très loin de la Russie, parce qu'il faut passer le Kazakhstan, qui est en difficulté sur le plan intérieur. Je crois que c'est combien, c'est 13 millions d'habitants, le Tadjikistan.
En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on a quand même un pays qui est un petit pays, qui est un pays en difficulté. C'est-à-dire que la Tchétchénie, c'est le pays de Tchétchénie qui est intégré à la Fédération de Russie. C'est, je crois, on n'est pas loin de 10 millions d'habitants. Donc la Tchétchénie, c'est beaucoup moins, si je me trompe pas. Ouais, moi j'ai compté 9-10. Donc voilà. Donc c'est vraiment, on a vraiment aussi un focus sur aussi les pays qui sont en difficulté, qui sont pas loin. D'où le discours de Vladimir Poutine en 2021. Est-ce que la Russie pouvait s'attendre à un attentat comme ça ? Est-ce que les conditions étaient réunies ? Est-ce que ça a surpris Est-ce que vous pensez que ça a surpris ? Oui, non. Non, mais je voulais pas. Moi, ça ne me surprend pas. Donc, la Russie est désignée comme ennemi principal. Donc, tous les services de sécurité russes sont occupés par la guerre en Ukraine. C'est pas uniquement le Tadjik qu'ils ont vraiment très remonté contre le régime de Vladimir Poutine. Il y a les Ingouches, il y a certains Ouzbeks, le Tadjik, le Tchétchène. Donc il y a quand même les Tchétchènes un peu moins... plus trop les Tchétchènes, je pense que... Si, beaucoup les Tchétchènes. Kadyrov, il s'en est occupé quand même. Oui, mais pas le Tchétchène du régime en Tchétchénie actuellement, mais il y a quand même beaucoup des islamistes tchétchènes qui doivent aussi encore vivre en Russie et tout ça. Donc, et l'attentat, donc combien de millions de migrants travaillent en Russie Donc là, vous avez tout à l'heure dit qu'il y avait un de ces Tadjiks qui travaillait en Russie ou qui est même peut-être la nationalité russe. Donc il y a cette potentiel était toujours là. Donc ça s'est matérialisé là maintenant. Ça peut surprendre, mais ça va pas être les derniers attentats djihadistes en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, c'est pas une surprise, même si effectivement, à un certain moment, quand on est concentré sur autre chose, on ne voit pas ce genre de phénomène venir. Mais c'est vrai que pour les services de sécurité, c'est la même chose, parce qu'effectivement, ils sont très occupés, évidemment, avec leur obsession, effectivement, de destruction de la nation ukrainienne. Ils sont aussi très obsédés par la répression interne, mais la répression interne vis-à-vis des opposants, évidemment, politiques de Vladimir Poutine, où vous avez un développement de système de surveillance absolument incroyable pour traquer, je veux dire, la moindre personne qui manifeste. C'est-à-dire que si vous êtes à Moscou, que vous arrivez avec un panneau Vive l'Ukraine, effectivement, 5 minutes après, vous êtes arrêté par la police. Enfin, je veux dire, tellement tout ceci est contrôlé, surveillé. Mais donc, à partir du moment où vous avez une focalisation des services sur, je dirais, ce qu'ils perçoivent, eux, comme une menace, qui est uniquement une fausse menace, mais une menace, évidemment, pour un régime de plus en plus totalitaire, eh bien, évidemment, ils ne regardent pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu de l'ensemble des services, quels qu'ils soient. Hein. Je veux dire, quand ils se focalisent sur une chose, qu'il y a privilégier une piste de renseignement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nos propres services, qui sont à raison, d'ailleurs très focalisés à certains moments sur la question du djihadisme. Nous, par exemple, l'extrême droite en Europe. Les Allemands, ils font extrême droite. Ensuite, il y a le djihadisme. Quand ils font le djihadisme, ils ont oublié l'extrême droite. Mais nous, on a été très focalisés, et à raison, et nous le demeurons. Et encore une fois, il faut absolument que nous restions très vigilants sur la menace djihadiste, bien sûr, parce que c'est un vrai danger de sécurité, c'est le principal danger de sécurité immédiat sur nous. Mais du coup, par exemple, il y a peut-être des choses que les services regardent moins, comme certaines ingérences étrangères, où ils ont été peut-être un peu moins, disons, vigilants, parce que c'est pas le danger le plus immédiat par rapport à cette menace djihadiste. Mais inversement, vous avez exactement l'inverse d'une certaine manière, qui s'est vraisemblablement fait du côté des services russes. Après, il y a probablement aussi, malgré tout, un problème de compétences aussi. Est-ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui les moyens d'investigation, les connaissances, la capacité de pénétrer, c'est vraiment une question. Pénétrer ces cellules. Très important, juste une mini remarque. Donc, avec le djihadisme ou l'extrémisme tchétchène, on a un grand problème, parce que c'est une langue tellement rare. Quand ils parlent réellement tchétchène en Europe, on a très peu de traducteurs déjà. Donc ça c'est très intéressant. Pour le Tadjik, c'est plus facile parce qu'ils parlent en gros l'iranien. Donc là, on trouve des gens Et cette situation, elle est d'autant plus incompréhensible que les représentations diplomatiques
américaines et britanniques, me semble-t-il, avaient tout de même alerté, pris le soin quand même d'alerter leurs homologues russes pour leur indiquer que quelque chose se préparait. Puis en plus, alors pas dans le lieu précis, mais d'un événement particulier, les concerts, etc. Et qu'a priori, même avec un décalage de quelques jours, ils n'en ont a priori rien fait. Bien au contraire, ils ont retourné effectivement cette alerte comme étant un argument supplémentaire visant à accuser, ou en tout cas à mettre sur les Occidentaux, en particulier les Américains, comme étant voilà, c'est bien la preuve que vous êtes responsable de cette situation. Regardez, vous avez essayé de nous prévenir sur un truc qui était à moitié vrai, sans lieu, sans date, etc. Mais ça, je n'ai pas réellement compris. Donc, peut-être vous pourrez nous éclairer là un peu dessus. Donc, les services secrets sont quand même là pour se parler. C'est toute la définition d'un service secret. Donc, il y a tous les échanges. C'est très rare que deux services ne se parlent plus. Vraiment très rare. Les Iraniens ont à un moment donné plus parlé aux Irakiens, par exemple, mais quand c'est vraiment la guerre totale. Mais comment est-ce que... Je trouve que c'est déjà un manque de professionnalisme que les services russes, je ne parle pas de Poutine, n'ont pas entendu les messages américains qui étaient certainement appuyés sur des sources et tout ça. Comment on peut expliquer ça ? C'est encore une fois, on en est réduit à des hypothèses parce qu'on peut pas, on n'a pas de certitude, on n'est pas là, donc faisons très attention. Mais il y a aussi, je dirais, la possibilité à la fois d'une totale négligence, c'est-à-dire aussi que quand vous avez un système totalement dictatorial, les dirigeants n'aiment pas trop recevoir des mauvaises nouvelles. Alors jusqu'où est-ce que cette information est remontée ? Jusqu'où est-ce que le travail sur les hypothèses que l'information générale impliquait est-elle remontée, je dirais, au sommet ? Parce que il y a dans le système russe, mais ça on le voit sur plein d'autres informations, y compris sur le déroulement de la guerre russe contre l'Ukraine, beaucoup de choses qui ne remontent pas au chef. Parce que tout simplement, si ce sont des mauvaises nouvelles, on n'ose pas lui apporter des mauvaises nouvelles. C'était par exemple le cas au début de l'offensive russe contre l'Ukraine, sur l'état réel de l'armée russe, qui a été aussi à un certain moment une découverte pour Poutine, parce que tout le monde lui disait, mais écoute, Vladimir Vladimirovitch, ta machine de guerre est parfaite, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, grâce à toi, maintenant la Russie est un pays puissant qui va réussir à atteindre et à capturer Kiev en 3 jours. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Et on peut dire qu'on a peut-être le même type de raisonnement du côté des services, effectivement, de renseignement. Deuxièmement, vous avez un problème avec les services de renseignement russes, effectivement, qui reçoivent de manière continuelle toujours des informations de leurs homologues, y compris occidentaux, y compris vraisemblablement, je parle évidemment de manière prudente aussi, français, aussi bien qu'américains, britanniques, allemands, etc. Mais c'est très difficile, et c'est de plus en plus difficile à un certain moment, dans une guerre comme celle-là, de faire confiance aussi à un interlocuteur. Et bien sûr qu'il y a des informations que les services peuvent partager, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas partager. Et quand on a vu, je l'ai rappelé tout à l'heure, comment s'est déroulée aussi la guerre russe aux côtés de Bachar el-Assad contre le peuple syrien, je veux dire, il y a un certain moment où les Russes ont essayé de nous enfumer dans le sérieux de la lutte, en l'occurrence contre Daesh, je le répète, comment est-ce que les services occidentaux peuvent considérer ça de manière crédible ? Donc faisons très attention, une relation de confiance, ça se bâtit à deux. Et là, il y a un vrai problème de confiance, au-delà de la question du professionnalisme. Ça, c'est vraiment... on est complètement d'accord là-dessus. Dans le même temps, vous l'avez parfaitement souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que l'appréhension à la fois au risque et à l'attentat est différente chez nous, chez les Russes. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont s'en remettre, ils s'en sont remis. C'est-à-dire que la force dans une dictature, c'est je vous dis, vous, médias, ce que vous devez dire, et vous allez vous en tenir à la ligne du parti, et rien de plus. Et dans 2 jours, vous n'en parlez plus. Et comme ça, tout le monde sera passé à autre chose. Donc ils vont passer à autre chose. Des attentats, il y en a eu. Alors, regardez le nombre de morts, le nombre de militaires morts en Ukraine, les prisonniers qui sont envoyés là-bas, les familles qui ne récupèrent même pas les corps. Par exemple, vous prenez le Moskova, personne ne sait. En réalité, bon, il a été coulé, etc. Mais on a menti aux familles. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas des manifestations monstres. Vous imaginez en France ? On a déjà un attentat, on a un mort lors d'un attentat, et à raison, parce que je pense que c'est un événement très grave. On a une mobilisation générale. Eux, il n'y a pas de mobilisation plus que ça. Donc eux, les services de renseignement, les services spéciaux, le FSB et autres, ils vont se remettre en cause d'une certaine manière, peut-être orientés un peu différemment, mais il y a tellement une espèce d'imbrication entre le pouvoir politique russe et les services secrets que ça va bien se passer dans 2-3 jours, ils seront passés à autre chose.
Et je reviens, si vous permettez, juste une seconde là-dessus. C'est vrai que nous, on a, par exemple, quand il y a eu la mort et l'assassinat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, vous avez eu immédiatement une émotion dans l'ensemble de la société, parce que c'était des personnes, on a vu leurs portraits, on a raconté leur vie, on a parlé de leur famille, c'était quelque chose de très dur, de très émotionnel devant ces actes abominables. Quand vous voyez la manière aussi, dans la gestion des attentats dont procède Moscou, avec les deux exemples, effectivement, du théâtre de Moscou en 2002 et de l'école de Beslan en 2004, il y a eu énormément de critiques parce que les services, quand ils sont intervenus, n'ont pas fait attention au respect de la vie des civils. Quand vous avez des services français, américains, belges, allemands, etc., qui interviennent lorsqu'il y a une prise d'otage, tout simplement, que ce soit un attentat terroriste ou pas, mais même une prise d'otage, la première préoccupation des services de police, c'est de ménager la vie des civils. Là, absolument pas. Et vous avez eu des protestations incroyables, d'ailleurs. À ce moment-là, il y a eu beaucoup d'enquêtes, beaucoup de protestations, notamment des familles, des associations de droit civil, pour la tuerie qui a été faite, enfin qui aurait pu être largement évitée, au-delà de l'attentat terroriste, par les services lors de l'intervention à Beslan. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, évidemment, dans la pratique des services occidentaux. Et même dans le théâtre, en 2002. Oui, le théâtre, le gaz. Non mais, en fait, on dit que les forces spéciales ont mis un certain temps avant d'arriver. On va pas faire de la politique fiction ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que arriver, enfin, ils font pas dans le détail. En fait, ils rentrent et en fait, ça, comme on dit, ça rafale de partout. Donc, d'une certaine, c'est pour ça que moi, je pense toujours à l'appréhension, en tout cas, la manière de voir les choses, qui est complètement différente, y compris sur le plan politique, Moi, je voudrais bien partager une point d'interrogation qui est aussi une point d'inquiétude. J'arrive pas à analyser la superimposition de conflits et l'opportunisme, par exemple, du djihadiste de rentrer dans les différents conflits. Et qui m'inquiète vraiment, parce que... Il manque une clé. Il me manque beaucoup de clés, mais regardons Israël-Hamas. Donc, le massacre de Hamas, certainement, arrangé beaucoup Poutine. Voilà. Est-ce que c'était le Hamas qui était opportuniste pour se dire, voilà, c'est le bon moment? Est-ce qu'il avait du soutien derrière? Sur ça, par exemple, Hamas est aujourd'hui le leader par les islamismes extrémistes mondialement. Donc, les autres djihadistes, Hamas c'est un djihadisme nationaliste, mais bon, c'est pas si différent que ça, font des autres attentats d'opportunité. Donc j'ai l'impression que tout est lié, on sait que tout est lié, mais on n'arrive pas à avoir les clés de compréhension de cette menace. Prochain truc, le Sahel, donc le français, donc l'échec français au Sahel, on ne parle plus actuellement. Mais qu'est-ce que va par exemple se passer au Sahel si on a un renforcement de groupuscules djihadistes, notamment par beaucoup de morts dans la population civile, par les méthodes russes de ex-Wagner dans le Sahel. Tout est imbriqué là actuellement. Donc pour moi, c'est une forme de globalisation. Il me manque les clés de compréhension. Et on est vraiment aussi dans une guerre d'information qui est tellement mondialisée où on comprend de moins en moins. Je vais juste partager quelques de mes... Non, mais enfin, sur le Sahel, en réalité, je suis peut-être choqué en disant ça, mais il n'y a rien qui se passe au Sahel que nous n'ayons pas d'une certaine manière anticipé. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Quand on regarde la situation économique dans ces pays consécutivement aussi, au retrait, mais même avant le retrait des troupes françaises, on ne pouvait pas compter. C'était d'ailleurs Jacques Chirac qui disait qu'on ne transportait pas une démocratie dans un fourgon blindé. Mais c'était en fait complètement ça. Dans un certain pays, notamment au Sahel, on a des situations économiques d'une très grande précarité. Vous prenez le Niger, on le disait, moi je me rappelle de mes premières interventions, ça devait être peut-être il y a peut-être 10 ans, on a un taux de fécondité au Niger qui est 1 pour 9, c'est-à-dire que 1 pour 9, une femme faisait 9 enfants. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas une éducation, si vous ne donnez pas un travail dans un pays qui est un pays assez aride, le Niger, on ne peut pas dire que vous allez forcément avoir des difficultés. Le Mali, on avait le même sujet au Mali, le Burkina Faso, mais forcément ça devait tomber d'une certaine manière, et ça s'est renforcé par des prises de pouvoir à un moment donné de juntes, ça peut être aussi des dictatures d'une certaine manière, et qui avaient une relation à l'autre ethnie qui était une relation extrêmement difficile parce que c'est pas son ethnie, donc on va pas l'aménager, etc. Donc la montée en puissance du djihadisme dans la bande sahélo-saharienne, elle est
en fait, quand je dis elle est compréhensible, elle ne se comprend pas d'un point de vue politique, évidemment. Il y a une maîtrise. Mais elle se voilà. Donc c'est quelque chose qui se projetait. Moi, je rajoutais juste très rapidement une précision de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Les djihadistes au Sahel, eux, ils regardent très bien qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple, que l'échec, donc la retraite américaine, la prise de pouvoir des talibans. Ils ont même félicité les talibans pour la prise de pouvoir à Kaboul et tout ça. Donc eux, ils regardent qu'est-ce qui s'est passé chez Hamas. Eux, ils ont une vraie vision mondiale. Eux, ils sont très contents de cette attaque en Russie et tout ça. Donc c'est très intéressant. Peut-être ces djihadistes sont plus globalisés que nous. Ils regardent les failles à droite et à gauche. Donc le même IS est présent au Sahel, fait des attentats en Iran, veut faire des attentats en France et en Allemagne, a fait un attentat en Russie, est présent même en Indonésie. Donc peut-être là, on a vraiment à faire un regard beaucoup plus globalisé qu'est le nôtre. Et déjà au niveau de au niveau de notre calcul des risques, long terme, on devrait vraiment avoir une vision beaucoup plus globalisée, et comme vous disiez tout à l'heure, sur les services aussi, on se focalise toujours sur une menace. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que Alors je pense qu'il y a plus dans cette discussion, je trouve que c'est assez intéressant, parce que encore une fois, personne n'a de certitude absolue, faisons aussi très attention à tout cela. Il y a peut-être deux éléments. Il y a peut-être un premier élément qui est dans le système de communication des différents mouvements djihadistes, aussi opposés soient-ils par ailleurs, vous avez une forme de compétition. Il peut y avoir effectivement une compétition, évidemment, dans le crime, l'horreur, évidemment sans nom. Je veux dire, quand le Hamas commet effectivement ces actes terroristes qui sont des crimes contre l'humanité à vocation avec intention génocidaire le 7 octobre, je veux dire, il le fait et il en tire une forme de gloire, de gloriole même par rapport aux autres. Il se positionne effectivement comme un mouvement comme les autres, qui à la fois évidemment réjouit d'une certaine manière les autres groupes, mais en même temps accroît en quelque sorte la compétition. Je pense qu'il y a ce premier phénomène, enfin c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que vous avez aussi une très forte décentralisation aussi de ces différents mouvements. C'est-à-dire que vous n'avez pas, enfin, même si dans le temps vous aviez, avant qu'il soit exécuté, Abu Bakr al-Baghdadi pour l'État islamique, ou Ben Laden pour Al-Qaïda, vous avez toujours des chefs, mais vous n'avez pas une sorte de chef global. C'est-à-dire que vous n'avez pas une sorte, prendre l'image classique de la pieuvre, vous n'avez pas une sorte de pieuvre avec une sorte de commandement intégré qui donnera des ordres à des cellules situées en Asie, situées en Afrique ou en Europe, de commettre des attentats. Ça, c'est quelque chose qui ne me paraît pas aujourd'hui complètement, je dirais, réaliste. En revanche... Mais il faut des années quand même... Messieurs, pardonnez-moi, on nous remonte dans le chat qu'un petit léger problème de son parlait très fort dans vos micros, voilà, et très proche de vos micros. Voilà, ou bien vous avez effectivement, je termine rapidement peut-être effectivement là-dessus, vous avez effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que quand on crée aussi des systèmes, je dirais, d'oppression, qui sont des systèmes d'oppression politique, y compris par des jeunes militaires que vous évoquiez par exemple en Afrique, y compris par des régimes comme le régime de Kadyrov en Tchétchénie, ou par des régimes d'oppression, là aussi, quels qu'ils soient dans le monde ou perçus comme tels, vous créez effectivement une potentialité, je dirais, de résurgence et de formation de cellules djihadistes. Moi, j'ai une grande inquiétude, pour travailler depuis très longtemps sur ce pays, j'ai une très grande inquiétude, notamment pour la Syrie de demain. C'est-à-dire qu'avec le système, effectivement, d'oppression massif, de crimes massifs, permanents, je dirais, du régime de Bachar el-Assad, on est en train de préparer, effectivement, le djihadisme de demain, avec des générations de jeunes enfants qui n'auront jamais été à l'école, qui n'auront pas reçu d'éducation, qui n'auront que la misère, qui auront un ressentiment aussi vis-à-vis, d'ailleurs, d'une partie de l'Occident qui s'est montré totalement lâche devant le régime de Bachar el-Assad et les crimes de la Russie et de l'Iran en Syrie, voilà, et qui demain vont se trouver un prétexte pour se venger. Donc là, on va pas parler d'un point très important. Donc, l'actuelle situation à Gaza, c'est le pain béni pour le djihadisme. Donc, on parle de génération à venir de djihadistes. Donc, on ne peut pas condamner le massacre d'Hamas au terme le plus fort possible, donc pour ne pas rentrer dans ce débat. Mais les 30 000 morts, ou 32 000 morts aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme exemple sur l'Occident? Donc là, parachuter un peu d'aide et tout ça, une résolution de l'ONU un peu tardivement. C'est vraiment de pain béni pour tous les djihadistes. Le conflit palestinien a été chez Al-Qaïda
chez Daesh, toujours au cœur de la propagande. Et là, maintenant, ça devient encore plus grave dans le sens où Hamas s'impose un peu comme le champion du djihadisme mondial, la vraie lutte islamiste extrémiste, et les autres doivent rentrer en compète, Al-Qaïda et les autres. Donc, cette composante, elle n'est pas à sous-estimer. Ouais. Alors oui, vraiment sur le plan, je comprends. C'est un tout petit chouïa plus compliqué parce que quand on regarde, quand on entend quelquefois à la fois quand on analyse les discours, la documentation, on voit que quelquefois le Hamas apparaît comme étant finalement une espèce de satellite, c'est vrai, islamiste, pas de sujet, mais du Hezbollah. Le Hezbollah, l'Iran, chiite, sunnite, pas bon. Et donc c'est aussi pour ça que l'Iran est tapé, pas parce que l'État islamique veut envahir l'Iran, c'est pas le sujet du tout, c'est qu'il considère les chiites comme étant des hérétiques. Et donc il y a jusqu'à une certaine limite, effectivement, un soutien. Alors certainement, vous avez complètement raison sur le fait que par rapport au Fatah, le Hamas a gagné son combat politique face au Fatah, qui est plutôt dans la Cisjordanie. Mais Hamas est sunnite. Bien sûr, oui, non, mais on est complètement. Non, mais c'est là où effectivement il y a une difficulté, c'est que vous avez complètement raison, c'est que les militants du Hamas sont des sunnites, mais on voit bien que Ismaël Haniyeh, il part justement là aujourd'hui en Iran pour essayer de discuter, pour leur demander ce qu'on a. Pour l'État islamique, ça c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il y a d'une certaine manière, ça contribue malheureusement à la montée de l'antisémitisme un peu partout dans le monde et c'est regrettable. Et dans le même temps, sur la manière dont les organisations terroristes regardent un peu le Hamas, comme le Fatah, j'ai plutôt l'impression qu'ils le voient plutôt comme une organisation, je le dis, un peu corrompue, et c'est la même chose d'une certaine manière pour des leaders des pays du Golfe qui en ont ras-le-bol d'une certaine manière le Hamas, et quand vous discutez avec eux, ils n'ont quasiment pas beaucoup de contact avec le Hamas à l'exception de l'Iran et du Qatar, parce qu'ils considèrent qu'ils ont mis du pognon et que ça ne veut pas se réformer et qu'ils en ont ras-le-bol et que eux, d'une certaine manière, l'opinion de la rue arabe les piège dans leur position vis-à-vis d'une éventuelle réconciliation avec effectivement les Israéliens, parce qu'il y a des pays du Golfe qui voudraient normaliser à la limite des Émirats arabes unis, etc., etc. Donc on voit bien que c'est un tout petit chouïa plus compliqué et que il y a quand même quelques exceptions, beaucoup même. On dit toujours que c'est compliqué, ça je veux... Tout est compliqué, le conflit israélien-palestinien c'est compliqué, le djihadisme c'est compliqué. Oui, mais essayons de catégoriser un peu juste... Non, mais ce qui est aussi compliqué, c'est que, en même temps, je dirais, et l'exemple du Hamas le montre bien, c'est que la question d'une sorte de division simpliste entre le monde chiite et le monde sunnite n'a pas un sens, je dirais, absolu. Vous avez quelque chose de beaucoup plus compliqué que cela. L'exemple du Hamas est aussi intéressant parce que d'abord il est quand même soutenu assez fortement par Moscou. Il a été soutenu fortement par l'Iran. Alors je dis pas que l'Iran ou Moscou sont derrière les attentats du 7 octobre, ça non. En revanche, est-ce qu'il y a eu à un certain moment dans, je dirais, les moments de préparation, une forme d'information des Iraniens qui aurait peut-être remonté à quel niveau, je n'en sais absolument rien, côté effectivement service russe, sans que ce soit remonté au sommet, qui n'ont pas été derrière, ça c'est absolument n'importe quoi. Voilà, on est sur ce genre effectivement de questions. La grande difficulté aussi du conflit entre Israël et la Palestine, c'est aussi bien sûr que malgré tout, les États du Golfe auxquels vous faisiez allusion se moquent complètement des Palestiniens. C'est quand même aussi ça, malheureusement, la réalité, et que effectivement les victimes civiles innombrables, et vraiment, je pense qu'il y a eu une politique vraiment criminelle de Netanyahou, je fais aucun doute là-dessus, on est complètement d'accord. Je dirais, c'est quelque chose, évidemment, qui effectivement choque une partie des opinions, mais les gouvernements, malheureusement, n'ont cure, et donc n'ont cure du peuple palestinien. Ça peut être aussi une cause qui est d'ailleurs invoquée de même par les mouvements terroristes, y compris, le cas échéant, l'État islamique ou l'Al-Qaïda, sans nécessairement qu'eux-mêmes manifestent une compassion extraordinairement forte. C'est aussi une manière d'instrumentaliser. C'est ça aussi l'un des drames de ce conflit, c'est l'instrumentalisation totale des Palestiniens que personne finalement ne défend et ne respecte sérieusement. Je vais faire très simple, et ça me tient au cœur. Le djihadisme, c'est une chose très simple. Je travaille 30 ans sur ça. Leurs buts sont clairs. Leur vision complètement distortée, mauvaise de l'islam,
kidnapper de l'islam doit régner sur le monde. Donc il y a des différences stratégiques, mais c'est tout ce qu'ils veulent. Ils vont tout faire pour ça. Donc ça c'est déjà, le but idéologique, c'est très simple. Après, il y a des buts tactiques, prendre un petit émirat là-bas, tout ça. Donc, mais ils ont la même vision. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y a six ouvriers chinois qui étaient tués au Pakistan par un groupuscule djihadiste. Donc, leur système et la méthode est très simple. Qu'est-ce qu'on met en face? C'est la grande question. Je vais nous ramener en France, messieurs, parce que je vois que l'heure tourne et je n'ai pas encore posé cette question. Est-ce qu'on a des raisons de craindre l'État islamique du Khorasan, dont on ne parlait pas beaucoup avant, et qui pourtant inquiète les autorités, puisqu'on a relevé le niveau du plan Vigipirate à son niveau maximum? C'est une question pour vous, Driss? Alors oui, il y a des raisons. Le président de la République, on a 3 attentats déjoués depuis le début de l'année. Je crois que c'est 45 depuis 2017 et 74, je crois, depuis 2015. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une inquiétude qui est palpable, et encore faut-il effectivement essayer d'y voir, en tout cas de bien expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inquiétude. Aujourd'hui, on disait que cette menace exogène, c'est-à-dire cette menace qui venait d'un théâtre d'opérations terroristes extérieures, il y a encore quelques mois ou quelques années, on en parlait beaucoup moins, parce que l'État islamique était considérablement affaibli. Je ne parle même pas d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, ça revient d'une certaine manière, en plus de cette menace endogène. Cette menace endogène, c'est à la fois ces détenus condamnés pour terrorisme ou ces détenus de droit commun susceptibles de radicalisation, en plus de ces individus qui sont sortis, même s'ils font l'objet d'une surveillance par nos services de renseignement, qui pose une difficulté. Par ailleurs, c'est ce que Gilles Kepel appelle ce djihad, pas trop ce terme, mais je vais quand même le prendre pour la circonstance, ce djihad d'atmosphère, voilà, et cette idéologie dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui touche de plus en plus de jeunes. Et c'est plus en plus de jeunes. On disait que par exemple 2015-2016, la moyenne d'âge du terroriste était 27 ans. Aujourd'hui, on a des jeunes majeurs, voire quelquefois des mineurs qui sont appréhendés par nos services de renseignement et qui font l'objet d'une judiciarisation parce qu'ils projetaient de passer, de commettre des actes violents. Donc ces individus sont parfaitement perméables aux thèses complotistes, antisémites, terroristes qui viendraient évidemment de cette organisation terroriste qu'est l'État islamique, qui encore une fois a des moyens en termes de communication qu'elle a reconstitués, et pour la première fois, ce que ne faisait même pas l'État islamique quand il était en Syrie, avec des documents qui sont traduits en plusieurs langues, ce qui n'existait pas avant. Donc sur le plan marketing, sur le plan de la communication, il y a quand même des inquiétudes. Et les 2 interpellations, au moins 2 des 3 interpellations depuis le début de l'année, on voit bien qu'il y a des commanditaires, des gens avec qui ils échangent, et on voit qu'il y a de la manipulation, on voit que ça vient aussi de l'extérieur, et c'est là on dit que c'est commandité, téléguidé ou inspiré. Là, on a des vrais sujets de préoccupation en France. Vas-y. Juste une dernière remarque, on n'a pas clarifié un truc basique, c'est quoi l'État islamique du Khorasan? Est-ce qu'il reste une unité d'ailleurs? Est-ce qu'il y a encore une unité? Est-ce que c'est encore une entité consolidée, l'État islamique? Khorasan, oui. L'État islamique avec tous ses succursales, sur un territoire. Mais là, c'est très précis. Donc là, il y a une coalition, et c'est une coalition internationale. C'est ce qui nous inquiète. Donc entre des ex-combattants des liaisons en Syrie et en Irak, donc notamment des Tadjiks, des Tchétchènes, etc. Et des Pakistanais, des Pashtuns talibans, des Pashtuns qui sont très mécontents avec les talibans, qui sont trop soft. Donc à la base, c'est déjà une organisation relativement internationalisée, et c'est ça qui est inquiétant. Avec aussi des Ouzbeks turcophones et tout ça. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est réellement l'État islamique au Khorasan? Mot arabe pour l'Afghanistan est très intéressant et très important. Messieurs, il est 12h58, passé de 21 secondes, et je pense que c'est bientôt le mot de la fin. Avant de nous quitter, le mot de la fin, Nicolas Tenzer. Le mot de la fin, d'abord, je dirais, l'état de vigilance par rapport à la menace djihadiste, je dirais, nous devons le conserver, et nous le savons, nous devons vivre avec cette menace pendant les décennies qui viennent. Se dire, c'est pas une menace qui va, parce que tout simplement, toutes les raisons dans de nombreux pays du monde montrent effectivement qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne se reconstitue pas. Maintenant, deuxième point rapidement, faisons aussi très attention à ne pas faire en sorte que la lutte nécessaire antiterroriste remplace la politique étrangère.
C'est quelque chose qui est complètement différent. Donc ne géopolitisons pas, si j'ose dire, le terrorisme en ce sens où on en ferait l'espèce de moteur de ce que doit être notre action en politique étrangère, que ce soit évidemment vis-à-vis de la Russie, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient ou avec les pays d'Asie. Faisons très attention à cela. Merci Nicolas Tenzer. Azim El Difraoui, le mot de la fin. Non, je n'ai pas le mot de la fin, mais je vais dire... le mot du début, si vous voulez, du début de la fin. Pour Nicolas Tenzer, je suis complètement d'accord. Mais le problème de la lutte antiterroriste ou anti-djihadiste en Europe, c'est toujours qu'on regarde que nos pays. Il y a un peu de coopération européenne, mais on ne regarde jamais la grande situation géopolitique. Donc, en fait, la lutte contre le terrorisme ici est très liée à la politique étrangère, à une politique étrangère qui prend les variables en compte dans la coopération internationale et qui regarde les régions en crise de ce monde. De ce point de vue-là, on est d'accord. De ce point de vue-là, oui. Driss, le mot de la fin. Je pense que d'un point de vue purement politique intérieur, France, on a des raisons légitimes, évidemment, de s'inquiéter de la hausse de la menace, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de l'intérieur. Je pense que pendant trop longtemps, on a focalisé sur la réponse à la menace terroriste, c'est plus de policiers, plus de gendarmes et plus de places de prison. Je pense qu'on a négligé l'aspect un peu éducatif et le carburant du terrorisme, c'est d'une certaine manière, en tout cas, quand je regarde notre pays, quand je regarde Vladimir, c'est la jeunesse. Et je pense qu'on s'est souvent détourné de cette jeunesse, ou en tout cas qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens dans l'éducation de cette jeunesse pour lui donner les bases, d'une certaine manière, pour être complètement imperméable à toutes ces thèses et qui les font basculer d'une certaine manière dans l'extrémisme. Là, c'est vraiment le mot de la fin. Les politiques de la prévention en France, pour cette jeunesse jusqu'à aujourd'hui, demeurent largement un échec. Et ça, c'est triste, malgré beaucoup des efforts. 13h01 sur Info. Merci, messieurs, pour vos bons mots, vos clairvoyances, vos expertises. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au studio 3F74. Je vous remets entre les mains bienveillantes, plutôt, de Mathis.